nous dire ce que signifie cette spéculation et comment, à votre avis, vendredi prochain, dans vos conférences ou un peu plus tard, elle peut être efficacement combattue? Alors, quand on parle de la spéculation, il faut situer un peu les ordres de grandeur. Qui spécule? Je crois que l'opinion publique croit que ce sont des personnes physiques, des capitalistes qui veulent faire des gains de change. Bon, en réalité, il y en a peut-être, mais ça représente très peu. Ce sont plutôt des entreprises, établissements financiers, entreprises industrielles qui ont des trésoreries quelque part, qui sont gérées par les employés, en réalité, de ces entreprises, leurs trésoriers, et qui cherchent non pas tellement à faire des gains, comme on le croit, mais plutôt à éviter des pertes. Parce que si quelqu'un avait gardé sa trésorerie en dollars 3 jours avant la dévaluation du dollar, et puis que le lundi on lui dise, par exemple, vous êtes un incapable, vous avez gardé votre trésorerie en dollars, il a, du point de vue de sa gestion, c'est quelqu'un qui sera critiqué et condamné. Donc cette spéculation, je crois qu'elle se fait moins dans l'espérance de gain que pour éviter le reproche qu'on vous fait quand vous perdez. Alors, cette spéculation peut porter sur des montants considérables. Il n'y a pas de chiffres connus à l'heure actuelle, mais il semble, par exemple, que les trésoreries des très grandes entreprises dans le monde, un peu partout, doivent représenter à l'heure actuelle quelque chose, vous savez, comme 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. Les réserves françaises à l'heure actuelle sont, comme vous le savez, de l'ordre de, mettons, 10 milliards de dollars. Donc des masses absolument énormes. Alors ce sont en réalité ces mouvements qui, brusquement, peuvent décaler tout le dispositif. Alors votre question, monsieur Drouin? Non, comment les contrôler? Je reprends tout à fait la question de Gabrezia. Comment estimez-vous possible de contrôler ces mouvements-là? Et j'ajoute alors à la question de Gabrezia quelque chose de politique, si je puis dire, dans la mesure où les entreprises multinationales sont certainement celles qui profitent le plus, profitent entre guillemets, des mouvements spéculatifs, et dans la mesure où, politiquement, il est très difficile de les contrôler par des nations, par définition, je ne vois pas vraiment comment vous pourrez arriver à endiguer, canaliser ces mouvements de capitaux intempestifs, bien que chaque fois, comme une clause de style, revienne dans tous les communiqués, dans toutes les déclarations. Nous allons maintenant contrôler les mouvements de capitaux. Nous avons assez bien contrôlé en France, puisque nous avons eu, assez bien contrôlé, parce que nous avons eu très peu, reconnaissez-le, de mouvements spéculatifs. Sur le plan national, c'est plus facile. Oui, sur le plan national, c'est relativement plus facile. Sur le plan international, il semble bien, si vous voulez, que des techniques plus souples, c'est-à-dire notamment de flottaison concertée, sont beaucoup plus efficaces pour décourager la spéculation. Et là, je souhaite que la discussion se poursuive là-dessus, parce que les Français croient peut-être qu'à l'heure actuelle, le franc va se balader, n'est-ce pas, monter, descendre, et ainsi de suite. Ça n'est pas du tout cela. Nous avons simplement repris une liberté d'intervention ou non sur le marché du dollar. Nous avions l'obligation d'intervenir, nous avons décidé que nous suspendions cette obligation. Et donc, ce n'est pas le franc qui va bouger dans tous les sens, c'est le fait que nous interviendrons à notre guise sur le marché du dollar et non pas sous forme d'une obligation. Bien d'autres pays ont pratiqué ce système, par exemple les Canadiens depuis 3 ans, et vous avez dû voir que le cours de leur monnaie était assez stable, et qu'il n'y avait pas de spéculation. Parce que dès lors qu'une monnaie est comme cela, fait l'objet d'interventions, mais d'interventions qui sont décidées par une autorité centrale, la spéculation court des risques beaucoup plus grands. Quand il y a un taux fixe où on sait que les banques interviendront, il est très intéressant, très facile d'acheter ou de vendre en prévision de ces interventions. Dès que les monnaies fluctuent, c'est plus difficile. Je vais vous interrompre, Monsieur le Ministre, parce qu'il y a une question de Flora Lewis. Oui, j'en ai plusieurs, mais je reprends la question de la spéculation d'abord, parce qu'on en parle beaucoup, et pourtant, le vendredi, vous et les autres ministres ont fait un communiqué en disant que les taux de change étaient à peu près réalistes et que la spéculation était au fond des troubles. Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce qu'à peu près tous les observateurs trouvaient plutôt, en effet, que les taux étaient plutôt réalistes et que c'était manque de confiance dans le système lui-même. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour remonter ce système? Je crois d'abord qu'il y a eu une grande erreur dans la période passée, et je ne vise personne, mais c'était les affirmations trop catégoriques sur la valeur du système. On nous a affirmé pendant des années, de la façon la plus solennelle, que le déficit de la balance des paiements des États-Unis disparaîtrait l'année prochaine. J'ai une série de déclarations qui remontent à 1962. On a expliqué ensuite que le dollar valait de l'or, n'est-ce pas? C'était un slogan dans la politique monétaire américaine. On a dit ensuite que les nouvelles parités étaient admirables.
Et je crois que toutes ces déclarations qui allaient trop loin dans les affirmations ont finalement créé un certain scepticisme général dans le monde. Je crois aussi que dans notre construction monétaire européenne, le fait d'avoir voulu par moments aller plus vite qu'il n'était possible a également affaibli un peu la croyance dans le sérieux des efforts et du dispositif. Eh bien, Alors, à l'heure actuelle, il faut être modeste. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses extrêmement précises qu'on est capable de faire et s'en tenir à ça. Je dirais par exemple que si nous n'avons pas du tout insisté finalement pour que la livre et la lire, c'est la monnaie italienne, se joignent à nous dans notre dispositif européen décidé d'hier soir, justement c'était pour éviter le risque d'une rupture d'ici quelques mois. Nous préférons... Je voudrais continuer, si vous permettez, parce que ensuite, justement on est sur la question des relations avec les États-Unis. Nous y reviendrons d'ailleurs. Dimanche, à Bruxelles, hier soir, vous avez décidé un certain plan d'action européenne parmi 6. Oui. En plus, M. Schulz, vous avez demandé le vendredi passé de présenter votre liste de demandes que vous devez faire le vendredi prochain pour que l'action européenne soit coordonnée avec des actions américaines. Eh bien, qu'est-ce que vous allez demander? D'abord, est-ce que vous allez vraiment vous mettre d'accord en européen sur la liste de demandes que vous offrez aux États-Unis et qu'est-ce que vous attendez des États-Unis? Nos demandes, nous les avons déjà présentées la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un conseil des ministres qui a eu le jeudi, qui a fait un catalogue et que nous avons remis ce catalogue, communiqué ce catalogue à nos partenaires, en particulier nos partenaires américains. Qui avait à être raffiné tout de même. Oui, qui peut toujours être mis au point. Et alors, la réponse de M. Schulz a été la suivante, c'était de dire c'est très intéressant ce catalogue, mais nous voudrions savoir ce que vous avez l'intention de faire, vous, en Europe. Vous nous demandez des choses, mais qu'est-ce que vous allez faire? La réponse, il la connaît depuis hier soir, puisque nous avons décidé ce que nous allions faire en Europe. Donc maintenant, on connaît à la fois le dispositif européen, qui est le fait que le groupe de nos monnaies maintienne leur parité entre elles, et l'on connaît d'autre part les demandes, propositions plus exactement, que nous avons présentées aux Américains et dont nous allons discuter vendredi prochain. Et ces propositions, l'essentiel de ces propositions, c'est le fait que les États-Unis reprennent certaines actions de défense du dollar. Nous estimons qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible que la défense des parités soit faite par un seul groupe de pays, en particulier les pays européens. Il faut que ce soit l'ensemble des pays, et donc il y a une contribution américaine. À ce point de la discussion, je voudrais faire intervenir, Monsieur le ministre, Messieurs, Dames, le témoin surprise des secrets de ce soir, qui est Monsieur Philippe Herzog, qui est un expert aussi, comme vous tous, je pense, et qui est membre du comité central du Parti communiste. Philippe Herzog, vous avez suivi toute la conversation jusqu'à présent, je pense que vous voulez intervenir de manière concrète, pratique. Alors, nous vous écoutons. Monsieur Giscard d'Estaing, je constate que jusqu'à présent, vous avez développé une argumentation technique, voire même anecdotique, mais que vous avez fui les problèmes fondamentaux que se posent les Français actuellement face à ces problèmes. Je constate d'abord, moi aussi, que le gouvernement français recule une fois de plus par rapport à certaines de ses déclarations antérieures. Il s'était fait le champion des parités fixes, il y renonce. Il avait dit, et notamment à la fin 1971, mais encore la semaine dernière et vous-même, qu'il n'était pas question de réévaluer le franc. Or, cette flottaison ouvre manifestement la voie à une réévaluation du franc. D'autre part, et cette semaine encore, vous allez vous faire le champion de la défense des intérêts nationaux face aux Américains. Or, ce sont précisément les Américains qui ont réclamé de longue date cette solution de flottaison d'échange. Qu'elle soit commune, concertée ou non, ça allait exactement dans le sens de ce qu'ils souhaitaient. Les communistes ont déjà mis en garde la population contre votre politique à cet égard. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire encore une fois. Je dirais d'abord que ces mesures n'apportent aucune solution par rapport à la crise monétaire. Et d'ailleurs, tout le monde en convient. Au contraire, ces mesures vont accentuer la spéculation. Vous le savez bien, d'ailleurs, c'est une chose connue de tous les économistes, que lorsqu'on ne lutte pas contre l'inflation dans les bases intérieures, dans les bases nationales, la solution de flottaison d'échange aggrave les risques de spéculation. D'autre part, ces décisions préparent le terrain à l'offensive commerciale américaine. Vous savez que vous allez rencontrer les Américains directement ou indirectement sur tous les marchés et vous choisissez ce moment pour leur donner une prime dans leur offensive commerciale. Alors je vais revenir à la question des responsabilités de la crise monétaire. Vous avez peut-être traduit la première partie de votre argumentation. Vous allez laisser M. Giscard d'Estaing vous répondre et vous interviendrez. Je préférerais continuer parce que... Mais moi, je préférerais répondre, parce que sinon, peut-être les téléspectateurs ont oublié, si vous voulez, vos critiques. Alors moi, je tiens à y répondre.
n'est-ce pas? Il n'y avait qu'une chose certaine, mais certaine, celle-ci, c'était que quoi que nous fassions, le Parti communiste nous aurait critiqué. Parce que nous avions le choix entre deux attitudes, soit acheter des dollars, c'est-à-dire soutenir le dollar, ce que maintenant vous nous demandez de faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, votre thèse, c'est de dire qu'il fallait maintenir le rapport entre le franc et le dollar, c'est-à-dire qu'il fallait que la France soutienne le dollar. Thèse étrange de la part d'un représentant du Parti communiste. Et au contraire, vous nous avez dit, nous avons renoncer au principe de la fixité des parités. Mais je vous répète, la fixité des parités, ça ne se décide pas tout seul. Si quelqu'un est seul dans le monde à avoir une parité fixe, il faut qu'il ait une parité fixe vis-à-vis de quelqu'un. Nous avions le choix entre avoir une parité fixe vis-à-vis des États-Unis ou une parité fixe vis-à-vis des Européens, puisque les Européens, eux, voulaient changer de parité. Alors vous nous dites, ce qui est étrange, il fallait garder la parité fixe vis-à-vis des États-Unis. C'est étrange, il fallait que la France s'installe dans une zone dollar. Nous avons pensé qu'il valait mieux que la France s'installe dans une zone européenne, et donc nous avons préféré lier nos parités à celles de nos partenaires européens plutôt que de nous lier au dollar. Deuxième critique, vous nous avez dit tout ceci va faire monter le franc. D'abord, c'est quand même un espèce de compliment que vous nous adressez, puisqu'il est plus favorable pour le franc de monter que de baisser. Mais ensuite, nous avons pris une précaution, nous en avons parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'est que nous avons demandé à nos partenaires allemands de réévaluer le mark avant que ce dispositif n'entre en vigueur, de façon à ne pas être tiré vers le haut par la monnaie allemande. Et donc nous avons pris une précaution de ce côté-là. Enfin, si nous voulions faire plaisir aux Américains au début de la négociation commerciale, nous ne réévaluerions pas nos monnaies, nous les dévaluerions. Parce qu'au fur et à mesure que nous réévaluons nos monnaies, suivant votre langage, la compétition devient beaucoup plus difficile pour nos partenaires. Et donc nos partenaires seront beaucoup moins disposés à faire des concessions commerciales. À partir du moment où les monnaies concurrentielles des États-Unis deviennent plus chères, les pays sont beaucoup moins disposés à faire des concessions commerciales. Les Allemands et les Japonais, avec leur monnaie réévaluée, feront d'autant moins de concessions aux États-Unis. Vous leur faites une concession aux États-Unis d'entrée de jeu. Pas du tout. Pas du tout. Nous adoptons une parité monétaire. Mais la thèse de M. Herzog, c'était de dire vous facilitez la négociation commerciale avec les États-Unis. C'est l'inverse. C'est l'inverse. En réévaluant le Deutschmark, on ne facilite pas la négociation commerciale avec les États-Unis, on durcit la position allemande. Oui, mais si M. Schulz vous dit, le ministre américain, s'il vous dit vendredi, mais c'est très bien, vous flottez, nous sommes satisfaits, au revoir messieurs, nous rentrons à Washington, que se passe-t-il? Alors, il ne faut pas dire vous flottez, c'est pas une expression, mais enfin on a toujours de la peine de faire changer le vocabulaire. Nous ne sommes plus obligés d'acheter des dollars. La seule décision que vous avez prise, c'est de renoncer, c'est de suspendre à l'obligation d'acheter des dollars. Et nous ne flottons pas par rapport à nos partenaires européens, puisqu'au contraire, nous maintenons des parités fixes. C'est donc le refus de l'achat obligatoire des dollars. Alors si M. Schulz ne participe pas à cette action, eh bien nous-mêmes, nous modulerons en conséquence nos interventions sur le marché des changes. Si les monnaies européennes flottent trop, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, je sais qu'il y a une intervention possible des banques centrales, puisqu'on peut dire qu'il s'agit d'une fluctuation bien tempérée, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas une fluctuation totalement libre, si j'ai bien compris. Vous intervenez si véritablement vous estimez que la monnaie européenne flotte trop. Si ça ne suffit pas, et si les Américains ne soutiennent pas leur dollar, quid? Est-ce que vous irez